d'abord un mot, mais pas d'excuses, parce que l'Assemblée nationale étant assez tatillonne sur les conditions de sécurité, on a été obligé de vous faire patienter une demi-heure le temps que tout le monde ait le temps de monter. Donc, pardon pour ces délais d'attente. Louis Gallois est en route, en fait, on va commencer sans lui. Un petit mot pour vous dire que d'abord, je suis très heureuse que vous soyez là ce soir. C'est la première réunion, en fait, de l'Avenir n'attend pas, qui est une association qui a été créée en 2012 avec l'idée qu'on souhaite, et on souhaite toujours, que les associations prennent toute leur place dans le débat public. On a envie que la décision politique se nourrisse beaucoup plus du travail des associations, parce qu'on pense que d'abord elles qui sont sur le terrain, qu'elles ont une légitimité, et que par conséquent, la période s'y prête, c'est presque un hasard. Si on peut inventer une nouvelle manière de décider, c'est-à-dire de construire ensemble, c'est le but de l'Avenir n'attend pas, et c'est en ça qu'on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice. On est une petite association avec que des bénévoles, que je veux remercier ici très chaleureusement. Florence Beaupetit, Yves Blin, Véronique Amaillon, Vincent Bazin, Anaïs Battieri, sans oublier Christelle, Dylan, Pauline, tous ceux que je n'ai pas cités. Et je vais sans plus attendre vous dire pourquoi on a choisi de démarrer. D'abord, on est dans un contexte européen, mais sur la question de l'immigration. On a décidé en fait d'organiser 3 débats jusqu'au mois de juin, un sur l'immigration, un sur l'écologie et un sur les inégalités sociales. Ces 3 sujets nous semblent être des questions clés parce qu'ils s'inscrivent dans le cadre des élections européennes. Alors, je précise tout de suite que nous sommes une association transpartisane, que nous ne sommes pas candidats aux européennes, mais notre ambition, c'est d'essayer d'influencer et de faire en sorte que tout le travail qu'on va mener ensemble, les candidats aux élections européennes s'en saisissent. Donc, ce qui serait formidable, ce serait que ces 6 propositions sur l'immigration qui vous ont été distribuées dans un article de l'Obs, eh bien, dans un monde idéal, il faudrait que tous les candidats aux européennes disent c'est merveilleux, on va appliquer ces 6 propositions, on va les intégrer dans notre programme. Alors, on n'en est pas là. Et d'abord, je vais vous dire un mot de la méthode. On a travaillé avec des associations que je veux chaleureusement remercier ici, qui s'inscrivent donc dans le cadre du cycle Youth Europe qu'on a élaboré. Je veux commencer par l'UNIOPS, qui est représenté par son président Patrick Doutrelingne, ici présent, je remercie. La FNARS, qui sera représentée tout à l'heure par Louis Gallois. France Terre d'Asile, la Coordination Sud, Emmaüs Solidarité, la Ligue de l'Enseignement. Et pour le volet européen, puisque nous avons travaillé avec des associations de jeunes européens, je veux évidemment citer Marie Trella, qui représente les jeunes européens, Europa Nova, qui est représentée par Guillaume Clossa ici, et Confrontation Europe, représentée par Clotilde Var. Alors d'abord, et sans plus attendre, je vous remercie et je remercie Yves qui nous a accueillis, à qui je vais donner la parole, et puis ensuite on va rentrer très vite dans le vif du sujet qui est quelle politique migratoire pour la France et pour l'Europe. Merci Juliette. Bonjour à toutes et à tous et permettez-moi de vous accueillir en une double qualité, celle de parlementaire, parce qu'elle a un gros avantage de nous permettre de vous réunir ici, mais principalement et surtout en qualité de président de la Fédération de la Grange, qui est un mouvement de jeunesse et d'éducation populaire, 60 000 adhérents, 300 000 usagers, 7 000 salariés sur l'ensemble de la France, qui est un mouvement profondément attaché à l'Europe et qui a tout de suite rejoint l'initiative de Juliette quand elle nous l'a proposé, parce qu'on pense qu'il faut donner la possibilité aux jeunes d'exprimer un rêve d'Europe. Et que cela, on n'entend pas suffisamment. Et un rêve d'Europe, c'est l'Europe de la paix, d'abord. Le rêve d'Europe, c'est une Europe de l'échange entre tous les pays qui la composent. Le rêve d'Europe, c'est aussi l'Europe de la fraternité, au-delà même du périmètre européen, parce qu'une Europe construite peut permettre aussi d'améliorer et de développer les échanges. Je pense notamment avec le grand continent africain tel qu'on le connaît aujourd'hui. Très rapidement, Juliette, ce que tu as indiqué comme étant les principes qui se sont dégagés du premier travail de consultation, de concertation qu'on a fait entre associations, la Fédération Léo Lagrange souscrit à ces idées-là, que l'Europe assume le contrôle de ses frontières et permette ainsi la mise en place d'un vrai guichet unique qui régule ces flux et permette de revenir
sur les accords de Dublin, on sait aujourd'hui qu'ils ne correspondent pas à ce qu'il faudrait, que l'Europe développe les moyens nécessaires à une bonne intégration. Le Lagrange s'emploie beaucoup à aider les personnes qui arrivent dans leur apprentissage de la langue, dans leur apprentissage des codes culturels. Nous y sommes attachés à faire en sorte que ceux qui arrivent sur le territoire européen puissent y vivre dans de bonnes conditions, et plus précisément en France, qu'ils s'intègrent bien à la société française. Nous restons pour notre part attachés, par exemple, au droit de vote des étrangers aux élections locales, dès lors qu'ils ont acquis un certain nombre d'années de résidence, parce qu'on considère que ce n'est que justice de le faire. Et au Lagrange propose enfin à l'Europe de multiples initiatives qui permettraient aux jeunes de se sentir davantage européens, et aussi de développer, comme je l'ai indiqué, entre jeunes Européens et des autres continents, de fructueux échanges dont nous savons, pour les pratiquer, quelles sont leurs vertus. Voilà, Juliette, ce que je souhaitais dire à tous nos invités aujourd'hui. Merci à toi pour ton initiative. Merci beaucoup, Yves. Alors, avant même qu'on rentre dans la première table ronde, parce qu'on va faire 2 tables rondes, une première sur l'accueil, c'est les 3 premières propositions que vous avez dans vos papiers, et une seconde sur l'intégration, c'est les 3 dernières propositions. Avant, je ne peux pas parler de la question des migrations sans faire parler ceux qui la vivent, ceux qui l'ont vécu, et je veux vous présenter ici et le remercier très chaleureusement Jouma Adam, à qui je vais donner la parole, qui vient du Soudan, qui est arrivé en France il y a 3 ans, et à qui revient évidemment toute la légitimité de dire ce qu'est l'immigration. Alors, bonjour à tous. D'abord, je suis très content d'être ici pour exprimer mon difficulté par rapport à l'immigration en France. Alors, je m'appelle Jouma, j'ai 22 ans, je suis soudanais, j'ai 3 ans en France. Je ne parle pas trop français. Du coup, quand même, je vais essayer de parler un peu en français, ça sera mieux. Alors, je vais expliquer un peu par rapport à ma situation qui était en France depuis le jour qui est arrivé. En fait, je viens du Soudan, parce que j'étais dans un pays qui est en guerre. Je viens du Soudan, dans une région qui s'appelle Darfour. Depuis 2003, ça existe la guerre. En fait, il y a le gouvernement qui fait un régime contre les Darfouriens, les gens qui sont comme moi. Du coup, j'ai été en guerre en 2003 jusqu'en 2011. Et je suis parti en 2011 en Israël. J'avais l'âge de 16 ans. Et j'ai fait 3 ans en Israël. Après 3 ans, le gouvernement d'Israël qui m'a dit qu'il faut retourner chez vous maintenant, parce qu'on ne peut pas accueillir des migrants dans un pays petit. Du coup, je n'avais pas de papier, j'avais un visa qui durait 3 mois. Tous les 3 mois, je dois en fait renouveler la visa. Du coup, après 3 ans, ils m'ont dit qu'il faut que je retourne. Alors que nous n'avons pas contact avec le gouvernement d'Israël, parce que le Soudan c'est un pays islamique, du coup il n'a pas contact avec l'Israël. Pour moi, si je peux retourner au Soudan, ça va être dangereux. Du coup je lui disais, je ne peux pas retourner comme ça, parce que ça va être dangereux pour moi. Mais ils ont dit, on peut vous accompagner avec des associations internationales qui vous aident pour retourner chez eux. Du coup, j'étais peur parce que je ne peux pas retourner, mais ils ont dit avec l'association, on peut être voilà. Après, je disais non, ils ont mis dans une prison qui est dans le sud d'Israël. J'ai fait 6 mois dans une prison. Après, je n'ai pas trouvé une autre solution, du coup, j'ai décidé de retourner. Après, ils m'ont envoyé avec l'association. Je suis arrivé à Caire, à l'aéroport de Caire. Après, on a fait le changement directement à l'aéroport, à l'avion du Soudan. Je suis arrivé à Khartoum. C'était en 2015, ça. Et après, quand je suis arrivé au Soudan, le gouvernement du Soudan qui m'a permis de mettre dans la prison 2 mois.
parce que j'avais 16 ans. Après, ils ont en train de me poser des questions, pourquoi je suis parti en Israël, on n'a pas de contact avec Israël. Et du coup, j'ai fait 2 mois dans une prison. Après, ils ont dit il faut aller, parce que vous êtes parti à Israël, vous êtes contre le gouvernement de Soudan, il faut aller ramener des informations par rapport aux gens qui sont contre le Soudan. Alors, ils m'ont donné 12 semaines pour aller chercher des informations. Pendant 12 semaines, j'ai quitté le Soudan directement et je suis allé en Libye. Après, j'ai appris le bateau, c'est un petit bateau en plastique. Par la mer, je suis arrivé en France. On était dans un bateau presque 100 personnes. Il y a 3 personnes qui sont mortes parce qu'on n'avait pas de manger, on n'avait pas de boire. Pendant une semaine, on a perdu en fait dans la mer, la Méditerranée. Et du coup, on est arrivé en Italie en 2015. Et il y a 3 personnes qui sont mortes. Après l'Italie, je suis venu en France en 2015 aussi. Et j'étais dans la rue, comme le migrant, aujourd'hui dans la rue, j'étais dans la rue. Et je ne parle pas le français. Et je ne connais pas de personnes ici. Du coup, c'était ma situation très difficile. J'ai fait mon demande d'asile en France en 2015. J'avais 10 blancs. Et après 1 an, j'ai appris mon statut de réfugié. Après, il y a des associations qui m'ont permis de loger dans un centre de migrants. J'ai fait 2 ans dans le centre de migrants. Après 2 ans, comme j'avais mon statut de réfugié, ils ont dit maintenant, il faut quitter le centre de migrants. Maintenant, vous avez le statut de réfugié, vous allez trouver d'autres solutions. Du coup, je suis venu à Paris en 2007. J'ai connu un ami, il m'a dit on va faire service civique, et je connais l'association qui s'appelle Unicité, du coup là j'ai porté ici. On va faire le service civique et on va apprendre la langue française, on va améliorer notre vie à Pau. Du coup je me suis dit ok, pourquoi pas on va faire. Du coup j'ai commencé le service civique en 2017, j'ai fait mon service civique, association Unicité, j'avais 2 jours de cours de français, les autres jours je suis en mission. J'étais avec 2 groupes en service civique, on était avec des jeunes comme moi. J'étais seulement une personne qui est réfugiée, les autres sont français. Du coup, ça m'a permis d'apprendre le français un peu et ça m'a permis aussi d'intégrer la culture française et connaître un peu par rapport à leur vie en France. J'ai fait mon mission avec mon équipe, on était 6 personnes. Du coup, on faisait en fait, on accueillait des migrants pour expliquer un peu par rapport à la culture sur Paris. Et aussi, on accueillait aussi le tourisme pour montrer l'endroit du tourisme à Paris et même sur le transport. On a accompagné aussi les personnes handicapées. Ça, c'était mon mission dans le service civique pendant 6 mois. Du coup, j'ai appris à améliorer un peu mon français. Et j'ai fait aussi pas mal de amis français. Voilà. Et puis après, j'étais sans abri pendant ce moment, mais grâce à l'association Unicité qui sont aidés un peu pendant le service civique pour léger à la maison de volontaires. C'est une maison spécialement pour les personnes qui ont service civique. Du coup, je suis logé dans la maison de volontaires pendant le service civique de 6 mois. Après mon service civique, c'est fini. Il faut que en fait, j'ai quitté le logement. Du coup, en ce cas-là, je n'ai pas trouvé une autre solution pour trouver des logements. Mais en ce moment, ils sont laissés un peu de rester dans cette maison pour trouver une autre solution. Alors maintenant, je suis toujours à la maison de volontaires. Et là, aujourd'hui, je parle un peu de français. Et j'ai amélioré aussi par rapport à la vie en France un peu, connaître l'endroit, plusieurs endroits sur Paris. Et sinon, aujourd'hui, ici, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont en difficulté comme moi. C'est encore ma vie un peu difficile parce que j'ai, moi, 26 ans. Du coup, en France, les gens qui sont mauvais, moi, 26 ans, je pense que c'est un peu compliqué leur vie par rapport aux aides ou de logement. Ils ne disent pas tout, en fait. Donc, je suis encore aujourd'hui en difficulté. J'ai fait une formation d'agent d'hôtellerie. J'ai fini la semaine dernière, c'était le 17. J'ai fait 6 mois de formation.
Et maintenant, je suis à la recherche de l'emploi. Par rapport en France, c'est un peu difficile, encore c'est un peu difficile de trouver de travail. Mais sinon, on a encore des difficultés, donc on a besoin d'aide, parce qu'on a des réfugiés. Aussi, je suis très content d'être ici devant vous pour m'exprimer par rapport à la difficulté de personnes réfugiées ou personnes migrantes en France ou en Europe en général. Et je veux aussi remercier les associations qui sont vraiment là pour aider les personnes qui sont en difficulté. Parce qu'aujourd'hui, malgré qu'on ait quitté notre pays, parce que nous avons un problème là-bas, nous avons des régimes qui contre à nous. Du coup, il y a des gens qui toujours sont en difficulté. Alors sinon, ma famille, ils sont encore en camp depuis 2003. C'est un Darfour. Je ne sais pas si vous connaissez par rapport aux histoires de Darfour ou par rapport au Soudan, au problème. Aujourd'hui aussi, dans mon pays, il y a toujours des manifestations contre le gouvernement, parce qu'on n'a pas liberté comme ici, la vie ici en France par exemple, on n'a pas liberté dans notre pays aujourd'hui. Du coup, on a toujours des manifestations et toujours le gouvernement qui continue de tuer des personnes, des habitants en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jouma Adam pour ce témoignage. On va essayer maintenant d'aborder les sujets en se demandant comment on peut améliorer les choses, stabiliser et conserver ce qui se passe bien et surtout essayer de trouver des solutions. Dany, qui est là, connaît bien ces questions-là en tant que député européen et je voudrais qu'on démarre, puisque Louis Gallois vient d'arriver, par notre premier centre de réflexion et de proposition aujourd'hui, qui est donc la politique d'accueil. Donc vous avez projeté là nos trois propositions, ces trois propositions principales que nous avons réalisées en réalisant une première synthèse des contributions des associations qui sont partenaires. Donc ça, c'est déjà un travail sur lequel il y a, sur le principe, un accord, et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc pour ces trois propositions, vous verrez que ce qui les relie, donc s'agissant de ne plus sous-traiter le contrôle des frontières, s'agissant d'un guichet unique européen pour la politique migratoire ou d'un pavillon européen pour les navires humanitaires, le fil rouge, c'est l'Europe doit retrouver la maîtrise de sa souveraineté. Louis Gallois, merci beaucoup. Vous êtes là, vous représentez la FNARS. La FAS. Pardon. En France actuellement. Au moins faire l'état des lieux. La première chose qui doit servir de base à notre réflexion, c'est que les migrants ont des droits quand ils arrivent chez nous. Ils ont des droits. Ils ont le droit de déposer une demande d'asile. Ils ont le droit de mener cette procédure de demande d'asile selon les règles qui sont fixées. Ils ont le droit de contester la décision qui sera prise sur leur demande d'asile si elle ne leur est pas favorable. Ils ont des droits aussi qui sont attachés à une certaine conception de la politique, c'est-à-dire de la République, pardon. C'est-à-dire qu'ils ont droit à la santé. C'est-à-dire l'accès à l'hôpital se fait sans qu'on demande des papiers. L'accès à l'école pour les enfants n'est pas lié au statut des parents. Et l'accès au centre d'hébergement est théoriquement également totalement inconditionnel. Ce sont des droits qui doivent être reconnus. Au-delà de ces droits, les personnes en situation de migrants ont évidemment une situation particulière qui doit être respectée dans leur dignité d'être humain. Ce sont des gens qui ont des parcours extrêmement traumatisants. Il suffit d'écouter ceux qui sont passés par la Libye pour avoir une petite idée de ce que peuvent être ces parcours. Ils ont quitté leur pays dans des conditions qui sont évidemment traumatisantes, quelles que soient les raisons qui les ont conduits à quitter leur pays. Et ils arrivent en France dans une situation de santé et une situation psychique
qui doit être prise en compte. Deuxièmement, ils arrivent évidemment avec un bagage culturel qui n'est pas le nôtre, et en particulier, il y a un obstacle linguistique absolument majeur, d'ailleurs, qui a été évoqué tout à l'heure. Et enfin, au regard de leur dignité et de la manière dont il faut les apprécier et les traiter, la distinction trop commode entre migrants économiques et personnes en situation de danger dans leur pays qui justifie l'asile, cette distinction est très souvent artificielle. Elle l'est, c'est-à-dire que la frontière n'est pas du tout facile à déterminer. Et le but de la procédure de la demande d'asile est justement d'essayer de déterminer si ils relèvent ou non de l'asile ou si ce sont des migrants économiques, mais on s'aperçoit très souvent, il suffit de discuter avec les agents de l'OFPRA qui sont chargés de cela, la distinction est extrêmement délicate. Voilà la base pour notre travail. Encore une fois, ma fédération, qui regroupe l'essentiel des centres d'hébergement, n'a pas d'avis sur la politique migratoire. Nous voulons que les gens, les personnes en France soient traitées en respectant leurs droits et en respectant leur dignité. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien, que les conditions d'accueil se dégradent. Le premier accueil il y a une volonté d'accélérer les procédures. Et on est d'accord pour accélérer les procédures. Mais on s'aperçoit que ces procédures sont tellement accélérées dans un certain nombre de cas que les migrants ne sont pas en état de pouvoir présenter leur dossier. C'est le cas dans les plateformes des Thierry Henry, Thierry Henry, malheureusement. Pas mal. Spécialiste du football, Pierre Henry, on parlera mieux que moi, puisque le transfert d'asile gère une grande partie de ce qu'on appelle les PADA, les plateformes d'accueil des demandeurs d'asile. Ces plateformes sont complètement saturées et ne sont plus en état ne sont pas très souvent en état d'accomplir correctement leur travail. Les conditions de logement des demandeurs d'asile se sont fortement dégradées du fait d'ailleurs de la croissance du nombre de demandeurs d'asile. Il ne faut pas nier, il y a eu 18% de plus en 2018 par rapport à 2017. On constate que ces conditions d'accueil se sont dégradées. La moitié des demandeurs d'asile ne sont logés ni en CADA, centre d'accueil pour demandeurs d'asile, ni dans une version dégradée des CADA qui s'appelle les UDA. Donc l'autre moitié est hébergée dans des conditions sur lesquelles je reviendrai. L'accélération des procédures fait que également, dans un certain nombre de cas, les migrants ont beaucoup de difficultés à élaborer leur récit, parce que vous savez qu'ils doivent présenter un récit devant les fonctionnaires de l'OFPRA, et les délais sont essentiels parce qu'ils doivent être accompagnés. Et nous avions demandé, évidemment, quand on était à 18 mois ou 2 ans pour l'examen d'une demande d'asile, c'était beaucoup trop long. Mais maintenant, on arrive sur des délais qui deviennent limites. Le délai de recours en cas de refus d'un demande d'asile se sont raccourcis. Ils étaient de 1 mois, ils sont passés à 15 jours. Il est impossible pour un migrant, quel que soit son statut, en 15 jours, de trouver un avocat, de mener les procédures, s'il n'est pas appuyé par une association. Ce sont les associations qui font le boulot pour les migrants. Ce n'est pas possible qu'elles fassent tout ça. Alors j'en reviens au dispositif d'hébergement. Je disais, il est sous-dimensionné.
Et en même temps, au même moment où on sous-dimensionne où le parc apparaît sous-dimensionné, il n'y a pas de volonté de le sous-dimensionner, il est sous-dimensionné parce qu'il y a 2 fois plus de demandeurs d'asile que de places. On est en train d'établir une étanchéité entre les structures d'hébergement pour les demandeurs d'asile et les structures d'hébergement généralistes. C'est-à-dire qu'un demandeur d'asile ne peut plus aller dans un centre d'hébergement traditionnel. Donc, s'il ne peut pas être logé dans un CADA ou un UDA, il est envoyé dans une région dite moins tendue, où l'État ne prend pas la responsabilité de leur garantir l'hébergement. Donc nous avons des demandeurs d'asile qui sont dans la procédure et qui sont à la rue, ou qui trouvent des solutions chez les particuliers, puisqu'il y a énormément de particuliers qui accueillent des demandeurs d'asile. C'est d'ailleurs, je trouve tout à l'honneur de la France, c'est qu'il y a beaucoup de particuliers qui accueillent chez eux des demandeurs d'asile. Le fait qu'ils ne puissent pas aller dans les centres d'hébergement généralistes s'apparente d'ailleurs à une rupture du principe d'accueil inconditionnel. Puisque l'accueil inconditionnel, c'est justement des personnes accèdent en situation de détresse économique ou sociale ou de santé, accèdent de manière inconditionnelle à l'asile, quel que soit leur statut. Et là, à partir du moment où ils sont demandeurs d'asile, ils ne peuvent plus y accéder. Je pense que là, il y a une véritable question. Dernier point, la pression juridico-policière s'accroît. Nous avions, avec d'autres, et notamment avec Patrick Nicolini, stigmatisé la circulaire du 12 décembre 2017. Nous avions même fait un petit coup d'éclat chez M. Collomb, ensemble, sous le leadership de Patrick, qui était le premier à se lever. Nous sommes partis. Bon, et parce que cette circulaire permettait aux agents de l'OFI et de la préfecture de pénétrer à l'intérieur des centres d'hébergement pour trier le bon grain de livrer, ce qui nous paraissait évidemment absolument inacceptable. Actuellement, nous constatons que cette circulaire qui a été en fait vidée de son contenu par le Conseil d'État est plus ou moins mise en œuvre par un certain nombre de préfets, plus ou moins, beaucoup de préfets d'ailleurs se sont gardés de la mettre en œuvre. Nous n'avons pas eu d'énormes problèmes sur cet aspect parce que nous sommes battus et que nous avons fait référer et que le Conseil d'État a vidé la circulaire de son contenu. Alors maintenant, nous avons un second problème qui apparaît, c'est l'assignation à résidence, c'est-à-dire que très souvent, les déboutés sont assignés à résidence dans les centres d'hébergement gérés par les associations. On demande aux associations de gérer les associations à résidence, ce qui permet d'ailleurs aux agents de la préfecture de pénétrer à l'intérieur des centres d'hébergement, puisqu'ils demandent maintenant à avoir des bureaux à l'intérieur des centres d'hébergement pour vérifier les assignations à résidence, ce qui nous pose évidemment un très sérieux problème. Voilà, je ne voudrais pas parler trop longuement, mais nous avons une dégradation des conditions d'asile qui a deux raisons pour moi. La première, c'est évidemment une raison financière, c'est l'afflux des demandeurs d'asile est en train d'emboliser un peu le système, et même si il n'y a pas de déferlement, il n'y a pas de vague migratoire déferlante en France, c'est pas vrai. On est sur 18% d'augmentation en 2018, très largement à cause des Dublinés, qui viennent de... Les Dublinés, c'est ceux qui ont été enregistrés dans un autre pays et qui arrivent en France parce qu'ils n'ont pas obtenu l'asile dans le pays où ils se sont fait enregistrer. Et nous avons actuellement des personnes dans ce cas, qui viennent un peu d'Italie, beaucoup d'Allemagne et des pays nordiques. Et qui sont en train alors, la personne ne peut demander la demande d'asile, ne peut demander l'asile, pardon,
que 6 mois après son arrivée sur le sol national. Donc pendant 6 mois, ils relèvent ils sont dans une sorte de no man's land, mais évidemment, au bout de 6 mois, ils déposent des demandes d'asile et c'est partiellement eux qui justifient cette augmentation de 18%. Donc il y a un problème d'affectation de ressources financières et peut-être d'ailleurs de gestion de Dublin, ce qui nous ramènera à notre cas. Je pense que la gestion de Dublin ne peut pas fonctionner, que le seul moyen, c'est d'avoir une entité européenne, effectivement, qui gère les demandes d'asile, et qu'on commence d'abord par une entité franco-allemande sur ce sujet, peut-être avec les Espagnols. Parce que ce sera très difficile de dire que les Italiens et autres s'associent à cela, mais il faut commencer au moins franco-allemand, parce que c'est une idée plutôt personnelle, mais il faut commencer franco-allemand et peut-être avec les Espagnols. Et la deuxième raison que nous a pratiquement dit M. Colomb, mais je pense que Castaner a été peut-être un peu plus nuancé, c'est de dire, mais si les procédures, si l'accueil est moins beau, peut-être qu'il y en aura moins qui viendront. Et je trouve que ça, c'est inacceptable. On ne peut pas jouer là-dessus, d'ailleurs ça ne fonctionne pas, parce que vous savez que la France est un des pays qui a des difficultés d'accueil actuellement. Je vais nuancer mon propos. Nous étions le mauvais élève de la classe en 2015-2016. Et les autres élèves ont vu la situation se dégrader. Nous sommes peut-être maintenant, avec les Espagnols, parmi les meilleurs élèves de la classe. Et nous sommes quand même certainement dans une situation qui n'est pas qui n'est pas satisfaisante. Je l'ai montré à la fois sur les procédures, sur l'hébergement et sur la gestion juridico-policiale de l'affaire. Merci Louis Gallois. Avant de passer la parole à Dany qui voulait réagir, juste un chiffre que je ne vous ai pas donné, et je trouve qu'en ce qui concerne ce sujet-là, c'est toujours bien d'avoir les idées un peu claires. Alors on dit que certains partis politiques, notamment d'extrême droite, ne cessent de gonfler les chiffres de l'immigration. Je voulais juste vous les donner. En 2017, la France a accueilli 363 900 étrangers. Donc en 2017, 363 900. Elle n'est que le 3e pays d'accueil, derrière l'Allemagne, qui en a accueilli 1 543 000, et le Royaume-Uni, qui en a accueilli 631 000. Et sur la tendance, parce que ça a quand même son importance, c'est vrai qu'en 2015, l'Europe a fait face à une vague de flux migratoires sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, mais ça a considérablement baissé entre 2017 et 2018, puisque le nombre de migrants a été divisé, puisqu'on est passé de 1 million en Europe, de ceux qui passaient par la Méditerranée, à 170 000 en 2017. Donc on avait 1 million de migrants qui venaient de la Méditerranée en 2015 vers l'Europe, et aujourd'hui c'est 170 000 en 2017. Autrement dit, 2 ans plus tard, il y a pratiquement 8 fois moins. Voilà, ceci étant dit, Dany. Bonjour, je voudrais quand même tordre le cou à certains arguments. Premier argument contre Colomb, et c'est absolument vrai, c'était je dis franchement, un malade de l'appel d'air. Et donc, il considérait que toute politique restrictive réduirait l'appel d'air, ce qui est complètement dingue. L'appel d'air, c'est notre niveau de vie ici. Donc, si vous ne voulez pas d'appel d'air, il faut nous mettre au niveau de vie du pays le plus pauvre en Afrique, et ils ne voudront plus venir. C'est une bêtise incroyable, cette histoire de l'appel d'air, qu'on fasse des trucs plus restrictifs et tout ça. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ton argument sur « il en vient moins ». Moi, j'ai toujours du mal avec cet argument. Il en vient moins. J'ai du mal, parce qu'on ne regarde pas ce qui se passe en Turquie et en Libye. La raison pourquoi il en vient moins, c'est... et donc, moi, je trouve que cet argument très difficile. Parce qu'on justifie... je veux pas, on ne va pas discuter comment faire avec la Turquie. C'est difficile. Je n'ai pas de solution tout de suite. Je dis simplement, je connais cet argument de l'Allemagne, mais il n'arrête pas de me dire, on n'est plus en 2015, regardez, c'est parce que, regardez ce que fait la police, où se font les milices en Libye, il y a 500 ou 600 000 réfugiés dans les camps en Libye, ne regardons pas comment ça se passe. Donc je veux dire, cet argument, il est, d'après moi, fallacieux. S'il n'y avait pas ces politiques avec la Turquie et la Libye, il y en aurait beaucoup plus.
Donc, soyons honnêtes entre nous, il ne faut pas nous raconter des histoires. Et donc, moi je crois que sur le problème de l'accueil européen, sur Dublin a explosé. Depuis qu'il y a eu les affaires des bateaux, par exemple l'Aquarius en Espagne, et que l'OFPRA et le BAMF allemand et d'autres ont réparti les réfugiés, Dublin n'existe plus, puisque Dublin disait qu'il devait rester en Espagne. Et la même chose. Donc je crois que maintenant il faut... La première revendication pour complètement faire exploser Dublin, c'est de séparer l'arrivée dans un port et le traitement des réfugiés, c'est-à-dire de dire ils arrivent dans un port. Là, les Italiens ont un argument. Ils en ont beaucoup de fallacieux, mais ils ont un argument. Si ça doit être l'Italie qui traite le jeu, ils ferment les ports. Si on dit, et ça a été fait avec Malte et tout ça, il faudrait internationaliser la chose et le décider tout de suite, dès qu'un bateau arrive dans un port européen, il y a une répartition européenne, c'est la fin de Dublin et ça serait la seule solution aussi de retrouver l'angle peut-être avec l'Italie, parce que malgré, et je finis par là, si les Italiens en sont là aujourd'hui avec un gouvernement de droite et un gouvernement, disons, très répressif, c'est parce que pendant des années, on leur a dit Dublin, et ils ont dit non, mais nous, les réfugiés, ils n'arrivent pas à Dublin, ils habitent à Palerme. Donc arrêtez de nous raconter des histoires avec Dublin. Et donc on a créé les conditions, et à la fin il faudra qu'on discute. Entre nous, on est tous d'accord. On veut une meilleure politique d'accueil, et on est dans une société réelle. Il y a des tas de gens qui sont extraordinaires. Mais moi j'ai été profondément choqué par ce qui s'est passé en Italie, en Espagne. Sanchez a un peu ouvert. Résultat des courses, il y a l'extrême droite qui rentre en Andalousie au Parlement. C'est-à-dire qu'on vit dans des sociétés réelles, avec des problèmes réels. Là encore, moi j'ai quelques propositions, mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. La difficulté de la répression vient aussi d'une certaine situation de nos sociétés. Et on l'a vu, les problèmes qu'a eu Mme Merkel, etc. Je voulais juste... Si je peux me permettre de rebondir sur le rebond. D'abord, je suis d'accord avec l'essentiel de ce que Dany vient de dire, mais les répartitions, c'est bien joli, mais les migrants, ils savent où ils veulent aller. Oui. Hein J'ai une idée. Alors là, pardon. Voilà, il ne faut pas leur dire, parce qu'ils ont des cousins, ils ont des familiales, etc. Chaque réfugié ou demandeur qui a quelqu'un de sa famille, il peut le démontrer, il doit, si autant que possible, aller dans ce pays. Quand il est malien, il a envie d'aller en Seine-Saint-Denis. Oui, non mais je suis d'accord. Et quand il est kurde, il a envie d'aller plus en Allemagne ou en Hollande. Non mais ça, j'ai oublié. Absolument. Leur répartition doit tenir compte aussi des têtes de pont qui existent dans les qu'on appelle ça. Sur le fait que, moi je pense qu'effectivement, il ne s'agit pas de considérer que nos frontières sont ouvertes à tout vent. Je ne défends pas la position de ma fédération. La fédération n'a pas de position. Moi, je dis des personnes. Il ne s'agit pas d'ouvrir les frontières à tout vent. Mais il s'agit de les ouvrir de manière ordonnée, régulée. Ça ne peut se faire qu'au niveau européen. Au niveau européen, actuellement, l'Europe est telle que ce n'est pas possible au niveau européen. Il faut donc trouver ça avec les Allemands, avec les gens qui veulent bien travailler. Il y a les Allemands, il y a les Belges, il y a les Français, les Portugais. On va y venir. Voilà. On va y venir, et je voulais rebondir sur cet argument du chiffre, parce que quand on dit la pression migratoire diminue, on ne dit pas encore pourquoi. Et donc sans transition, on va donc passer à notre premier point en discussion, et je vais passer la parole à Clotilde Varin, qui va nous expliquer comment on en est arrivé à cette situation où précisément on passe de 1 million d'immigrés à 170 000 en 2 ans. Elle va vous expliquer le processus. Ce qui ne signifie pas qu'on doit renoncer à la maîtrise des frontières, mais ce qui signifie qu'on doit faire autrement. Alors, juste un petit point de méthode. On va essayer, on avait prévu de vous donner la parole dans un deuxième temps, donc j'ai vu déjà des mains qui se lèvent. En fait, on va essayer de finaliser dans les 25 minutes qui viennent les présentations, et ensuite, évidemment, on vous passera la parole. Par ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le site de L'Avenir n'attend pas, et vous pouvez aussi tweeter, pour ceux qui tweetent, avec le hashtag YouthEurope, YOUTH Europe.
Clotilde Varin, vous représentez Confrontation Europe et vous êtes aussi membre du think tank Klingendale. Je suis chercheuse associée, je ne suis pas membre. Donc voilà, vous êtes co-rapportrice d'un rapport qui va nous permettre de mieux comprendre les accords qui ont été passés avec les pays d'Afrique pour externaliser la gestion des frontières européennes. Alors, en effet, merci beaucoup Juliette de me passer la parole et je vais vraiment me focaliser sur la proposition 1, sur le fait de sous-traiter en fait le contrôle des frontières extérieures à l'Europe. Et c'est dans le cadre du rapport qu'on a publié cet automne, et qui s'appelle, qui n'est qu'en anglais, mais bon, Multilateral Damage, qu'on a écrit et qui est disponible en ligne sur le site du think tank Klingendale. Ça va dans le sens de Juma, puisque en fait, je vais plus spécifiquement, parce que je n'aurai pas le temps de parler de l'intégralité des résultats du rapport, évidemment. On s'est intéressé au Tchad, au Niger et au Soudan, mais je vais vous parler uniquement du Soudan. Et alors, je viens en amont de ce que Louis Gallois vient de dire, c'est-à-dire que je ne suis pas dans l'accueil, je suis en fait dans un peu le décryptage des conséquences de la politique d'externalisation du contrôle des frontières qui est mis en place par l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de choisir, et c'est le cas depuis 2015, de confier à des pays tiers, c'est-à-dire des pays de transit des migrants et des pays d'origine des migrants, le soin de bloquer les migrants aux frontières extérieures de l'Europe, dont parlait Juliette tout à l'heure, pour faire baisser les chiffres. Et c'est évidemment l'argument phare de l'Union européenne. C'est dans la lignée, parce que Juliette l'a un peu esquissé, ces accords de coopération, ces conventions qui ont été signées avec ces pays sont un peu dans la lignée de l'accord UE-Turquie de mars 2016 qui a pour but de renvoyer donc, les migrants de Grèce en Turquie. Alors je ne vais pas m'attarder sur cet accord, mais évidemment il a suscité beaucoup de critiques parce que d'abord on se demandait est-ce qu'il était possible de considérer que la Turquie est un pays sûr, est-ce qu'il était bon d'allouer des sommes importantes, 6 millions d'euros à un régime autoritaire pour créer milliards d'euros, merci Nadia, milliards d'euros. Et selon le même principe, et donc je me focalise sur le Soudan, l'Union européenne a établi un dialogue de haut niveau avec le Soudan en 2016. L'Union européenne a mis en place un programme régional chargé de lutter contre les migrations illégales, intitulé Better Migration Management, et qui est mis en place par des structures des États membres, le GIZ allemand, également Civipol, une structure du ministère de l'Intérieur français. Et je voulais juste dire, peut-être en montrant, donc ça c'est les cartes de route migratoire, mais je n'aurai pas le temps, mais peut-être vous montrer, puisque Juma est là en plus, quelques photos donc, justement de la situation au Soudan. La coopération avec le Soudan est d'autant plus problématique que le Soudan est responsable du déplacement de sa propre population. 3,2 millions de déplacés internes, 800 000 réfugiés, c'est un pays qui compte 3 fronts. Le Darfour, donc on voit là les milices gouvernementales dont je vais vous parler, les Janjaweed du Darfour. Ensuite, les villages brûlés par les milices gouvernementales, des rebelles du Nord Darfour. Je vous montre quelques photos pour illustrer un peu le propos. Il y a 3 fronts, donc le sud Kordofan également, et là on voit donc un Soudanais blessé par une bombe incendiaire, ou encore des civils déplacés dans le Nil bleu. Florence, je vous redonne. Voilà, si je voulais juste vous montrer quelques petites photos pour illustrer mon propos. Et aussi dire que la coopération menée par l'Union européenne avec le Soudan est troublante dans la mesure où Omar El-Béchir est inculpé depuis 2003 par la Cour pénale internationale pour notamment génocide au Darfour. Et pourtant, en 2016, et donc c'est les principaux résultats de notre rapport, donc pour Klingendale, Khartoum a mandaté une unité spéciale, les RSF, qui sont les forces de soutien rapide, en fait les milices Janjaweed, c'est le nom aujourd'hui qu'a pris ce groupe paramilitaire, donc ceux-là même qui ont commis des exactions au Darfour, et ils les ont mandatés comme garde-frontière à la frontière du Soudan et de la Libye. Sous le commandement de Hemeti. Ce qu'on a mis en lumière, c'est que, en fait, ces gardes-frontières mènent un double jeu, qu'ils sont devenus, qu'ils rançonnent les migrants qui passent, et qu'ils sont devenus eux-mêmes des passeurs.
Les migrants sont régulièrement transportés dans des véhicules militaires avec des chauffeurs qui sont donc des forces de soutien rapide ou dans des camions escortés par des véhicules militaires lourdement armés. Et on l'a mis aussi en lumière, les forces de soutien rapide sont en contact avec des trafiquants libyens à qui ils vendent leurs marchandises, donc les migrants condamnés après au travail forcé dans les champs, les mines d'or, à la torture, et leurs familles sont évidemment rançonnées. En conclusion, parce que je ne vais pas pouvoir être très longue, la politique européenne axée sur le frein à la migration met l'Union européenne dans une position très délicate. Le commandant des forces de soutien rapide menace régulièrement l'Union européenne d'arrêter le blocage des migrants s'ils ne reçoivent pas plus d'argent. Cette politique renforce également, et on l'a bien mis en lumière dans notre rapport, le pouvoir des milices. Concernant le Soudan, cette politique légitime un gouvernement qui était jusque-là au banc de la communauté internationale, mais qui acquiert une respectabilité. Et quant à l'impact sur les flux migratoires, il est difficile de le mesurer et de voir si les flux baissent, puisque c'était là l'objectif. Mais en tout cas, il est sûr que cette politique met en péril les migrants en les faisant passer par des routes plus longues, plus dangereuses, plus chères. Donc, le travail qu'on a mis en lumière dans ce rapport a été repris par exemple dans le... De manière commune, on n'arrive pas, franco-allemand ou un leadership français, enfin bref. En tout cas, on sait que la France peut brandir la bannière des droits de l'homme en question migratoire, parce qu'elle l'a déjà fait plein de fois au cours de son histoire. Et se pose la question que l'on ne peut pas résoudre nous, mais qu'on peut poser aux citoyens, est-ce que finalement, en termes migratoires, il ne serait pas plus simple d'avoir recours au principe de la coopération renforcée, c'est-à-dire d'utiliser, enfin de mobiliser une partie des pays et pas les 28, voire 27 bientôt, en question sur la question migratoire. Donc ça, c'est voilà, une question qui est posée. Donc pour revenir brièvement sur les 3 premières propositions, bien sûr, les jeunes européens s'opposent à ce qui a pu être appelé la sous-traitance du contrôle des frontières, c'est-à-dire déléguer la question de la gestion des frontières extérieures à des pays tiers sûrs, entre guillemets, tels que la Turquie. Chez les jeunes, ça implique notamment de traiter le problème à la racine, de davantage avoir une optique de co-développement avec les pays africains, notamment l'Union africaine, et de s'impliquer davantage dans une collaboration qui soit plus concrète en matière d'emploi, en matière de développement associatif, en matière même, par exemple, de faciliter le transfert de fonds entre l'Europe et l'Afrique, parce qu'on sait que ça représente certains montants, et de s'assurer que les fonds ne soient pas surtaxés ou des choses un peu plus concrètes. En matière de frontières extérieures, on a mentionné rapidement Frontex. Selon nous, Frontex a une vocation qui est fédérale. Frontex peut devenir une agence qui soit gérée au niveau européen et non plus par les États membres, et qui du coup, pourquoi très concrètement ? Parce que l'Europe, donc nos frontières sont communes, et au-delà de cela, toute personne qui va rentrer dans l'Union européenne a vocation, selon les principes fondamentaux de l'UE, à se déplacer, à circuler librement au sein de Schengen. Donc avoir confiance dans qui régule les frontières extérieures de l'Union, c'est-à-dire déléguer les frontières extérieures à l'Union, c'est aussi s'assurer la sécurité à l'intérieur de l'Union. Donc pour nous, c'est une politique européenne. Je ne sais pas si j'étais claire, mais bref. Un guichet unique européen, donc centraliser les demandes d'asile, également faire en sorte que ce soit une agence unique qui gère l'asile en Europe, donc encore une fois à vocation fédérale et non plus nationale. C'est également s'assurer une homogénéisation des procédures d'asile, qu'on fasse en sorte qu'une personne migrante qui se présente en France ait exactement les mêmes chances d'obtenir l'asile en Allemagne, en Pologne, en Autriche, et qu'il n'y ait plus de différence. Pourquoi ? Parce qu'on va traiter les personnes migrantes, c'est peut-être utopique, mais au moins c'est des propositions, avec, de manière égale et égale dignité, et ne pas créer cette concurrence entre les pays en fonction de je vais aller en Allemagne parce que la procédure va être plus simple, ou en France, etc. Repenser plutôt que réformer peut-être, repenser les accords de Dublin. Je rebondis sur la question de la clé de répartition entre les États. Pour résumer mes propos, le gros problème qui s'est posé en effet, c'est qu'on a dit à l'Italie, c'est qu'on a dit au port
qui sont aux frontières méditerranéennes, bah écoutez, vous allez accepter les migrants, puis vous allez gérer les demandes d'asile, parce que de toute façon, vous êtes les premiers à accepter ces personnes. Bah, il faut comprendre qu'au bout d'un moment, full stop, quoi, on en a marre. Donc, comment s'assurer, grâce à cette agence unique, que les migrants, une fois arrivés aux frontières méditerranéennes, soient directement répartis via une agence unique européenne à vocation fédérale et que ça ne repose pas sur les compétences, ça ne relève pas des compétences nationales. Voilà. Et puis, dernière proposition en matière d'intégration, puisque les jeunes ont... Enfin, c'est peut-être... L'intégration, c'est peut-être la question qui... les jeunes se manifestent davantage sur la question d'intégration. Et bien, davantage solliciter les associations, parce qu'elles ont du potentiel, comme ça a été dit auparavant, pour intégrer davantage les personnes migrantes sur le territoire européen. Ça inclut apprendre la langue, ça inclut expliquer le fonctionnement en matière de demande d'emploi, en termes de scolarité, en termes de recherche d'université ou autre. Voilà. Merci Marie, ça c'est ce sujet important dont on parlera en deuxième volet. Merci beaucoup. Guillaume Clossat, d'Europa Nova, vos propositions et votre positionnement par rapport à ce travail. Ça tombe bien que deux choses. Je parle à la fois au nom d'Europa Nova, qui est un think tank français sur les sujets européens, et puis au nom de Civico Europa, dont Dany fait partie, et qui a travaillé au niveau européen sur des propositions communes. Et ce qu'on a essayé de faire depuis 2 ans, c'est d'essayer d'identifier un certain nombre de propositions transpartisanes qui puissent être adoptées par le prochain Parlement européen. Évidemment, il y a une dynamique qui est plutôt défavorable, ce qui veut dire que les propositions sur lesquelles il pourrait y avoir un accord il y a 2 ans, n'obtiendraient plus d'accord forcément aujourd'hui. Et puis, il y a un contexte qui est un peu particulier. On voit que plus les forces populistes progressent, plus un certain nombre de partis modérés ont tendance à les suivre. Et les partis modérés peuvent être aussi bien libéraux, de droite ou de gauche. Et cette inflation, elle est problématique. Sur les propositions que tu fais, d'abord je voudrais saluer la démarche. Je pense qu'il est extrêmement important qu'il y ait des organisations non spécialistes qui s'emparent de ce type de sujet. Et je crois que dans le monde tel qu'il est, c'est la pression par le bas qui pousse, et la convergence des forces, qui pousse les décideurs politiques à prendre une décision. Le sujet au niveau européen, c'est qu'il faut articuler cela à l'échelle de l'Union et créer de vraies forces transnationales, créer une pression collective sur les dirigeants européens, autrement on n'avance pas. Et on est dans une situation finalement de statu quo, ça fait 2 ans qu'on est dans une situation de statu quo, avec parfois ici et là des progrès, et parfois pas mal de régressions, au moins dans les esprits. Sur les propositions que vous faites, en fait elles sont en ligne avec les propositions qu'on a faites il y a 2 ans, que Civico a fait dans un rapport au Conseil européen. Mais il y a 2 points de complément. Et je vais peut-être insister sur les compléments plutôt que sur ce qu'on a déjà dit, sur lequel on est d'accord. Le premier complément, c'est que comment faire une politique d'asile européenne si on n'a pas une compréhension minimale commune des défis migratoires. Et aujourd'hui, chacun a sa version des défis migratoires. Et donc, il faut trouver une dynamique qui permette de partager une information commune, et l'information d'un État à l'autre n'est pas la même. Donc il y a une proposition très concrète que j'aimerais faire ce soir, qui est de créer un groupe européen d'experts sur l'immigration. Et cette proposition, elle me paraît nécessaire, elle est facile à mettre en œuvre. La Commission peut le décider de son propre propos, ça peut être pour qu'on ait au moins des chiffres, des analyses, une réflexion partagée sur le sujet des migrations. Et il faudra intégrer aussi l'ensemble des parties prenantes. J'ai discuté avec le patron du HR, avec le patron de la Croix-Rouge. Nous, on a beaucoup de mal à travailler ensemble parce que chacun, on a des actionnaires qui ont des problématiques différentes. Et donc, on a besoin qu'on nous mette autour de la table de manière structurelle, ne serait-ce qu'à l'échelle européenne. Donc, proposition très concrète, créons un groupe européen sur les migrations qui nous permette d'avoir au moins une compréhension commune à l'échelle des 27 ou des 28 du sujet. Deuxième problème, c'est que moi j'étais patron de l'Union européenne de radio-télévision en pleine crise migratoire et j'ai demandé qu'on mette en place un pôle d'experts européens des différents médias publics sur l'immigration. Et on s'est rendu compte qu'à l'échelle de tous les États membres de l'Union et au-delà, on n'avait qu'un expert dédié à plein temps.
qu'un expert médiatique dédié à plein temps. Et donc les gens n'avaient pas de... Et finalement, on racontait beaucoup de bêtises à la radio et à la télé publique ou privée, parce qu'il y a un cercle vicieux. La radio publique lance une information qui est reprise par toutes les autres. Faute. Ben oui, ça arrive, hein. Ouais. La radio privée, les chaînes privées qui lancent quelque chose et c'est repris par tout le monde. Je suis d'accord, mais on a été dans une situation au début où on n'avait pas suffisamment d'expertise et où on laissait passer un peu n'importe quoi, parce qu'il faut une capacité de filtrage, il faut une compréhension de la réalité. Et moi je crois qu'il faut, et ça c'est de la responsabilité des acteurs publics comme privés et des journalistes, de mettre en place une force d'analyse commune qui permette de se mettre d'accord sur ce qu'on raconte et le cas échéant de lutter contre les fake news. Et ça, c'est pas une décision politique, c'est de la volonté des acteurs. Et c'est pas forcément difficile à faire, mais ça aidera à avoir une vision partagée. Si on veut avancer vers une politique commune, il faut que les Européens partagent exactement les mêmes informations, en tout cas une même compréhension des choses. Je crois que c'est facile à faire. J'aimerais insister sur une autre idée qui est liée à l'idée d'agence européenne de l'asile, mais qui peut aussi être distinguée, et auquel je crois beaucoup. Partout en Europe, même dans les pays de l'Est, à Gdansk, en Pologne, il y a des villes qui sont prêtes et qui accueillent les migrants. Mais elles ont besoin d'argent, elles ont besoin d'aide. Et l'idée que Dany porte d'un fonds européen qui peut être accroché à l'agence européenne de l'asile, mais à mon avis, il faut le dédier parce que l'agence peut faire et doit faire d'autres choses. Ce fonds européen, c'est clé, permettre à chacun, sans qu'un État ait à dire oui ou non, d'accueillir et d'avoir les moyens d'accueillir des réfugiés. Moi, ça me paraît extraordinairement important, parce qu'on se rendra compte qu'il y a une dynamique, il y a un réseau à l'échelle de l'Union de solidarité qui est très puissant. Je crois que ce qui est important aussi, c'est de ne pas voir, comme on voit un peu trop souvent en ce moment, le côté négatif de la chose, mais voir que partout en Europe, il y a des gens qui, malgré tout ce qui s'est passé, pensent qu'ils ont un devoir de responsabilité, que ce devoir de responsabilité s'inscrit dans une tradition, dans une identité européenne de l'accueil et de l'hospitalité, et ça fait partie de nous-mêmes, ça fait partie de notre histoire. C'est faisable, et ça doit être, à mon sens, quelque chose qui doit se discuter au moment des élections européennes. Il y a un autre volet à cette proposition que je trouve très sioux, pas parce qu'elle vient de moi, mais parce que je la trouve vraiment très bonne, elle n'est pas bonne, c'est de dire chaque ville qui accueille des réfugiés, on lui donne une certaine somme pour 2 € qu'on va lui donner pour l'accueil des régions, on donne 1 € pour le budget social de cette ville. Donc d'inciter positivement, de dire ça rapporte à tout le monde, ça rapporte à toute la ville, et que la seule décision européenne à trouver c'est de dire qu'aucun gouvernement n'a le droit d'empêcher une ville ou un département d'accueillir si elle veut. C'est le seul problème politique vraiment. Ce n'est pas donc une répartition automatique, on arrête la répartition automatique, mais on fait une répartition volontaire avec une incitation financière, et je crois que là on avancerait beaucoup plus vite. Je te laissais compléter parce que je savais que tu allais le dire. J'ai une dernière remarque, parce qu'il faut que le débat aille dans la salle, c'est la méthode. Comment on fait? Parce que la vérité, c'est que, deux choses d'abord. Croire que c'est le sujet migratoire qui a développé les populistes, c'est faux. Le vrai sujet, et on le voit partout, c'est que les Européens, dans un monde qui ne sont plus européens, ont une vraie inquiétude sur leur avenir et sur l'avenir de leurs enfants. Et donc, ça a plusieurs effets négatifs, notamment pour ceux qui ne profitent pas de la mondialisation. C'est d'un côté la tentation de repli national, et de l'autre, la recherche de boucs émissaires. Ça, c'est la réalité. Et c'est là-dessus que se greffe le problème migratoire. Mais ce n'est pas le problème migratoire qui est le sujet fondamental. Il faut l'avoir bien en tête parce que c'est une mise en perspective qui requiert une ouverture. Et ma conviction forte, c'est qu'on ne résoudra ce sujet que si on a une perspective partagée, positive, d'Europe qui profite, qui a un impact positif pour tous les citoyens européens. Et donc le sujet, c'est d'avoir une réponse beaucoup plus large. Le sujet migratoire ne peut se résoudre que dans une approche systémique et dans des perspectives d'avenir partagées pour tous. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et ça, c'est le rôle des politiques, finalement, de faire émerger ça. Mais sur la dynamique,
On n'arrivera pas à avoir de coopération renforcée à court terme parce qu'il faut être 11. Je pense qu'il ne faut pas exclure de facto ou 9, il faut être un tiers. Il ne faut pas exclure de facto les Italiens non plus. Ma conviction, c'est qu'on a intérêt à demander à la Commission de définir ce qu'on appelle une recommandation sur l'harmonisation du droit d'asile, pour qu'on ait un même texte, et que tous les pays qui souhaitent y aller, la France, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne peut-être, la Belgique, j'en suis pas du tout sûr, se mettent d'accord pour adopter ces règles communes. Et ça créera un effet domino pour les autres. Mais il est important, à un moment ou à un autre, que des États prennent ensemble l'initiative pour qu'on relance la machinerie européenne. Elle est aujourd'hui au statu quo, et la France peut le faire, mais elle peut le faire pas toute seule. Et avec l'Allemagne, et avec le Portugal, comme Dany l'a soulevé, et peut-être avec un ou deux autres États européens qui représentent la diversité de l'Union. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas que les membres fondateurs là-dedans. D'abord, ils ne seront pas tous. Et ensuite, le problème migratoire, si on n'arrive pas à le porter avec et des gens de l'Est, et du Sud, et de l'Ouest, et du Nord, on sera toujours dans la fragmentation les uns contre les autres. Il faut en sortir à tout prix. Merci Guillaume. Alors on va pouvoir maintenant ouvrir un peu le débat. On peut prendre, compte tenu du temps, on peut prendre quelques questions. L'objectif principal de cette première table ronde, c'était de montrer qu'on peut essayer de récupérer la maîtrise de notre destin, et qui va se jouer lors des prochaines élections européennes, en considérant que tenter de commencer par régler la question migratoire, c'est aussi se réapproprier notre destin. Les trois propositions qui ont été faites ont cet objectif-là, c'est-à-dire que l'Europe doit retrouver la maîtrise de ses frontières, c'est-à-dire que chacun des pays membres qui partagent cette ligne doit s'engager. J'insiste évidemment sur cette idée de courage, c'est-à-dire que peut-être que la France pourrait aussi, en tant que premier pays d'asile et d'immigration historiquement, pourrait prendre ce flambeau. L'objectif qu'on vous a présenté d'un droit européen unique pour l'asile, d'un guichet unique, d'un pavillon européen, sont des objectifs politiques, mais évidemment, on a bien conscience que ça ne se fera pas en un jour, et que, comme le souffle Dany, la présence des Gilets jaunes, dont on ne sait pas d'ailleurs s'ils seraient hostiles à une politique européenne commune, on n'en sait encore rien, ne doit pas nous ralentir dans notre ambition politique. Voilà, j'ouvre le débat. Alors, oui, pardon, oui, Dylan me dit que c'est... Combien tu dis ? Ma question ce soir, la principale, c'est... je ne comprends pas forcément l'intérêt de ce genre de rassemblement, dans un premier temps. Par contre, je vois que la question du réchauffement climatique, comme elle n'est pas précisée, comment on fait quand on sait qu'il va y avoir environ 1 milliard de réfugiés climatiques en plus ? Très bien, merci. On va prendre toutes les questions, puis on vous répondra globalement. Donc il y en avait deux autres. Oui, madame. Est-ce que je peux parler oui, allez-y. Ouais. Je ne sais pas si on vous entend à son micro, mais on va approcher. Bon, je suis italienne, je vais crier, je pense que tout le monde va m'entendre. Mais non. Ouais, ça va. Enfin, je parle avec mon ton. Donc c'est Raffaella Pagliardi. Oui. Je travaille à Léo Lagrange, Nord-Île-de-France, oui, à Lille, et je suis chargée des missions en Europe. Et ma question, ou ma juste réflexion, c'est aussi pourquoi pas proposer comme 7e proposition une sorte de sensibilisation ou éducation auprès des plus jeunes, et malheureusement non plus les plus jeunes, donc aussi les adultes, parce que je trouve surtout en Italie, pour ce qui me concerne, qu'il y a un climat de haine et de racisme, de haine. Et il faudrait aussi changer un peu l'opinion des jeunes, des personnes, des gens. Et donc, au-delà de toutes ces propositions qui sont très techniques et très concrètes, aussi parler aux personnes de ce qui est en train de se passer et changer un peu cette ambiance. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous. C'est ça, oui. Madame. Bonsoir, je suis Carmen Castillo, responsable de l'accueil de loisirs. Donc, je suis un peu interpellée parce que ça fait un moment que je vous entends parler, même dans les écrits, dans l'article publié,
Donc, vous parlez de trouver donc des solutions et vous pensez vous mettre d'accord avec quelques pays de l'Europe. Il y a plusieurs reprises, vous avez dit, les couples franco-allemands et peut-être l'Espagne. Vous l'avez répété au moins 4 ou 5 fois. Et moi, je suis très étonnée parce que j'entends la même chose en Espagne. Alors, ça m'étonne un peu, je ne sais pas comment ça se passe dans l'Union européenne, dans le Parlement, comment les réunions se passent, mais je me demande où est le manque d'accord, c'est le désaccord. Parce que l'Espagne, bon, vous savez, c'est un pays qui se parle d'aujourd'hui, et là j'ai rejoint Dani, c'est Sánchez de la Porte. Sánchez a continué un peu une réalité qu'il y avait en face, et que de l'autre, de 300 à 500 personnes, c'est encore, excusez-moi, tous les jours, ou par semaine, pardon, arrivent au bord de la Méditerranée. C'est pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a au moins depuis 2013 ou avant. Voilà, donc le problème est là, vous connaissez. Donc ma question est, pourquoi c'est la question, peut-être avec l'Espagne. Ça m'étonne quand j'entends l'Espagne dire, l'Espagne tout seul ne peut pas répondre à ces problèmes-là, il faut que l'Europe nous aide. Voilà, ça me dit. Alors, moi, sur la question sur les réfugiés climatiques, d'abord, on ne les a pas. Hein, je veux dire, il faut faire attention. Maintenant, on dit qu'il y aura, c'est vrai, alors on dit Bangladesh, ils vont tomber sous l'eau, ça fait 2 milliards, enfin, on peut dire tous les chiffres après. Donc, mais c'est vrai que cette question des réfugiés climatiques revient avec ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Il y en a beaucoup plus, donc il faut arrêter de dire que le nombre de réfugiés diminue parce qu'il diminue pour des situations très répressives et que de plus, il y a l'angoisse des populations qui pourrait y en avoir plus. Donc en fait, on essaye de se rassurer avec des arguments fallacieux. Pour moi, ça ne fait pas avancer le public. Ça dure 5 minutes et après, et les populations qui sont contre les émigrés, on l'a vu sur l'Italie. En Italie, c'est même plus, il y en a beaucoup moins. Depuis Salvini, c'est ça qui est dit, il y en a beaucoup moins. Il y a des horreurs avec quelques bateaux, mais il y a, et c'est vrai qu'ils passent par l'Espagne, et donc le problème de l'Espagne, ils le résout autrement que les Italiens. Les Espagnols, ils leur donnent un certificat pour 4 semaines, et ils leur disent faites ce que vous voulez. Et donc ceux qui arrivent en Espagne, ils le savent, ils continuent vers Bordeaux. Et c'est la réalité, il ne faut pas se cacher, voilà comment font les Espagnols, ils disent on n'est pas fous, nous, on ne va pas s'amuser à organiser des milliers et des milliers de réfugiés qui arrivent maintenant aux côtes espagnoles, et bien qui continuent, veulent aller en Europe, qu'ils y aillent. Enfin voilà, c'est la réalité, moi je peux voir. Et donc, il y a 2 problèmes sur ce problème-là de l'accueil qui est fondamental. Je suis contre d'externaliser, mais je crois que l'Europe devrait, pour empêcher ces voyages mortels, avoir des centres d'accueil au Niger ou d'autres pour justement éviter à ces gens ces voyages absolument meurtriers. Donc l'externalisation est fausse, mais que l'Europe, avec ses instruments, s'externalise pour essayer d'accueillir est une possibilité de diminuer l'horreur. Je ne dis pas qu'il n'y a aucune solution qui est la solution, mais ça diminuerait l'horreur, donc qu'il y ait une agence européenne qui fasse ce boulot, qui regroupe l'OFPRA, le BAMF et toutes ces institutions qui existent au niveau national. C'est en projet, hein. L'Agence européenne de l'asile, mais l'EASO, le Bureau de soutien à l'asile, doit devenir une agence européenne. C'est au point mort parce que personne n'est d'accord. Oui, mais je sais. Alors moi, je voulais juste vous dire, parce que, et je finis après, sur les projections sur le Parlement européen, parce qu'on vous raconte des histoires. Le Parlement européen, le prochain, aura une très nette majorité centre-droit jusqu'à la gauche. 500 à 250. Voilà à peu près les projections qui sont aujourd'hui aux prochaines élections. Donc on arrête de nous raconter que c'est Marine Le Pen, Salvini et tout ça qui vont prendre le pouvoir en Europe. Ils sont à 1/3 à 2/3. Maintenant, faire une politique entre le centre-droit, donc le Parti populaire européen, jusqu'à la gauche, c'est difficile. Mais voilà l'espace qu'il faut travailler politiquement si on veut avoir un minimum de cohérence en Europe. Cet espace, il est travaillable parce que dans tous les groupes, il y a des gens qui veulent trouver des solutions collectives. Il y en a aussi bien chez les sociodémocrates qu'au PPE, que chez les libéraux, chez les Verts, voire à la gauche. Et donc le sujet, c'est de créer les conditions de la transversalité. J'aimerais juste revenir sur la question de Madame.
Oui, que les Espagnols disent il faut aussi qu'on avance ensemble. Et très simplement, demandons à la Commission européenne de nous proposer une recommandation sur l'harmonisation et que 4 ou 5 États se disent on va la mettre en œuvre, plutôt que d'attendre un accord qui n'arrivera pas ou une coopération renforcée qui ne pourra arriver qu'après. C'est très concret, quoi. Arrêtons de dire il le faut, etc. On peut le faire. Et montrons qu'on a de la volonté politique. Et je crois que, j'y avais pas pensé préalablement, mais c'est un sujet sur lequel, ensemble, on doit faire pression sur les politiques. Parce que là, il y a une preuve de réalité. Et on peut les prendre à leurs bonnes intentions. Et les bonnes intentions, il y en a plein. Le problème aujourd'hui en Europe, c'est de les mettre en œuvre. Ça, c'est un outil très simple pour le faire dès demain matin, si véritablement on le souhaite. Le sujet est là. Mais c'est exactement ce pourquoi nous souhaiterions que maintenant, dans le cadre des élections européennes, les partis se saisissent de ces idées, de ce qu'on vient de proposer, parce que c'est le dire au citoyen qui va voter, je l'espère, et qui se déplacera pour aller voter pour les européennes, c'est lui dire l'Europe peut permettre de résoudre l'un des sujets qui nous interroge le plus dans notre identité, si je puis dire, qui est l'accueil, la capacité à accueillir et intégrer. Et c'est précisément en tentant de convaincre, pas que quand on est entre nous, mais par un travail avec des associations qui doit ensuite être relayé au niveau politique, qu'on réussira à réconcilier nos concitoyens avec une Europe dont ils ont le sentiment qu'elle ne maîtrise plus ses frontières et qu'elle ne maîtrise plus son projet politique. Sans transition, nous allons donc passer maintenant à la phase qui va porter sur les questions d'intégration. Donc je veux donc appeler Patrick Doutreligne, qui représente l'UNIOPS, et Jean-Michel Duconte pour la Ligue de l'enseignement. Merci à tous nos participants. L'intégration, alors moi je le dis, j'aurais pu le dire aussi sur l'accueil. On accueille des dizaines de milliers d'étrangers et on ne leur apprend le français que s'ils ont le statut de réfugié. C'est-à-dire qu'on considère que le français, on ne leur octroie que s'ils ont franchi la première étape. C'est absurde. C'est absurde. C'est-à-dire qu'on les garde, et avant c'était 12, 18 mois, maintenant on peut penser que c'est 6 mois, mais pourquoi pendant ces 6 mois-là, on ne leur apprend pas le français et de façon intelligente? S'ils repartent et qu'ils ont appris le français, c'est tout bénéfice pour eux, c'est tout bénéfice pour la langue française, c'est tout bénéfice pour éventuellement un futur commerce ou des futurs échanges ou des possibilités relationnelles. C'est-à-dire que ne pas apprendre le français à des personnes immigrées, c'est déjà leur dire « Oh, c'est pas sûr qu'on a envie de vous garder, et même, on pense même qu'on ne va pas vous garder, très, très honnêtement. » Et donc, il y a déjà une sélection à ce niveau-là. Ça, c'est un vrai problème. Le deuxième problème, c'est que l'insertion ou l'intégration qu'on a fait de nos étrangers, elle s'est faite par le monde du travail. Je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais. Ce qu'on dit aujourd'hui d'une partie des migrants, c'est ce qu'on disait en 1921-23 des Polonais et des Italiens. Et on disait, ils ne vont pas s'habituer, ils ne vont pas s'intégrer dans notre région. Alors pourtant, vous allez me dire, ils étaient catholiques, mais ils étaient un catholique beaucoup plus exigeant, beaucoup plus rigoureux que le nôtre, que ce soit d'ailleurs les Polonais ou les Italiens. Et d'ailleurs, ils allaient à l'église polonaise ou à l'église italienne, ils n'allaient pas directement aux églises françaises, et pas seulement pour un problème de langue, mais aussi pour un problème j'allais dire, de rite et d'acceptation. Et donc, pourquoi ça a sauté? Parce qu'une fois que les gens ils ont travaillé, et là dans le Nord-Pas-de-Calais, au fond de la mine ou dans la sidérurgie, d'abord ils étaient tous noirs à la fin de la journée, donc on ne pouvait pas les distinguer entre les blancs et les noirs, et surtout parce que c'est la valeur travail, et le fait de travailler, et travailler dur, qui fait que les notions d'altérité, elles changent. Si on travaille ensemble, vous voyez bien que les barrières tombent.
les barrières, elles vont plus entre ceux qui fainéantent que entre le français ou l'étranger. C'est celui qui va se planquer, qui va être mal vu. C'est pas le fait qu'il soit marocain, algérien ou polonais qui fait que son intégration dans le travail ne se fera pas. Donc, reprenons ces valeurs de travail. Prenons, j'allais dire, pour l'intégration, la capacité, d'une part, d'apprendre le français très rapidement, correctement. Nous, on a péniblement entre 200 et 400 heures quand les Allemands ont 800 heures de formation à la langue allemande. En plus, une bonne partie maîtrise une partie de français de la France francophone, par exemple. Ils en maîtrisent une bonne partie, donc c'est plus facile d'accélérer. Mais pour les autres, on peut l'apprendre. Et facilitons la possibilité de formation professionnelle. On se plaint aujourd'hui du fait qu'on manque de travail. Par contre, on sait qu'il y a des professions où il manque de main-d'œuvre. Eh bien, proposons, souhaitons, engageons-nous dans le fait qu'une partie des migrants, on puisse aussi leur offrir une formation professionnelle qui va leur servir évidemment, si en plus s'ils ont le statut de réfugié, ils peuvent soit retourner dans le pays avec cette qualification, soit travailler en France pendant quelques années pour utiliser cette formation. Mais ces aspects de lien entre le français, le travail et l'intégration, on les a un petit peu oubliés en pensant que simplement ça viendrait plus tard. Et ce qui est paradoxal, c'est que un des plus grands partisans d'ouvrir les frontières à l'immigration, c'est le MEDEF. Et c'est pas par bonté d'âme, je veux dire, ou alors c'est qu'ils auraient bien changé. C'est parce que, économiquement, ils en ont besoin. Ils sont conscients de ce besoin-là. Donc, si ce n'est pas l'aspect social ou l'aspect humanitaire qui prédomine, que ce soit au moins l'aspect économique qui soit intégré. Et là-dessus, le MEDEF est un de ceux qui réclament une ouverture des frontières. Donc, réfléchissons en intégration autrement qu'en étant frileux et qu'en ayant la peur, mais réfléchissons à une intégration qui, dès le début, conçoit cet apprentissage du français, cette formation professionnelle, cette capacité de travailler ensemble. Et je le redis, si la possibilité est offerte au niveau du travail et de la formation professionnelle, vous allez voir que plein de barrières vont tomber, y compris celles ils sont venus chercher le travail des Français ou manger le pain des Français. Donc, voilà, j'ai juste un petit mot sur les mineurs. Il y a une des promotions que je suis un peu en décalage, c'est non pas qu'on s'en occupe pas, non pas qu'ils soient intégrés, mais qu'on ait une concentration de mineurs étrangers dans la protection de l'enfance. La vraie conception, et c'est ce qu'on a signé au niveau international, c'est qu'un enfant, c'est un enfant. Avant qu'il soit français, étranger, de parents en situation régulière ou irrégulière, ce qu'on a valorisé depuis 1945 et après toutes les conventions, jusque les conventions des États-Unis, c'est qu'un enfant est un enfant. Et donc, si on veut là aussi avoir le respect de nos valeurs et être fier de notre histoire, il faut continuer sur cet aspect-là, et la protection des enfants, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient mineurs, isolés ou pas, elle est de les considérer comme des enfants et donc d'assimiler, sûrement avec un accompagnement particulier quand c'est utile, mais avoir une politique digne de nos valeurs et non pas, j'allais dire, seulement inspirée par nos peurs. Merci Patrick. Je voudrais Aurélie Alassac pour Emmaüs Solidarité vous donner la parole, et puis ensuite Jean-Michel Duconte pour la Ligue, et ensuite on aura un peu de temps pour débattre. Pour reprendre la dernière phrase de Patrick, inspiré par nos peurs, et justement pour ne pas être inspiré par nos peurs, il faut absolument mieux connaître les publics, qui sont les personnes qui arrivent aujourd'hui sur le territoire français. Donc moi, la première
proposition que je ferais, c'est de mieux connaître ces personnes qui arrivent sur le territoire français. Qui sont ces migrants? Qui sont ces demandeurs de refuge qui, tous les jours, souhaitent venir en France ou souhaitent passer par la France pour d'autres ailleurs, puisqu'ils ne veulent pas tous rester sur le territoire français. Si nous arrivons à mieux connaître ces personnes, évidemment, nous lutterons contre les haines. Alors, monsieur, vous demandiez à quoi sert ce débat? Eh bien, il sert à cela. C'est absolument indispensable d'organiser des débats comme celui-ci, pour toujours échanger et mieux échanger sur ces personnes qui arrivent sur le territoire français. Nous ne sommes pas des sachants, nous ne savons pas tous qui sont ces personnes, et de ce fait, beaucoup d'entre nous peuvent avoir peur. Et donc c'est vraiment indispensable d'avoir ces temps d'échange, et je vous remercie de ce fait de m'y avoir invité. Qui sont ces personnes migrantes? Elles ont de multiples visages. Je vous le disais, certaines veulent rester sur le territoire français, mais d'autres ne le veulent pas. Moi, je les appelle les passagers. Et pour autant, elles restent quelque temps sur ce territoire. Et pendant ce temps, pendant le temps que ces personnes sont sur le territoire, il est absolument important que la France leur consacre cette politique d'intégration dont vous parlez. L'intégration, comme disait Patrick, ne doit pas concerner uniquement les réfugiés. L'intégration doit commencer dès l'accueil. Les personnes qui arrivent sur le territoire français doivent tout de suite pouvoir apprendre les prémices de notre langue française si difficile. Elles doivent pouvoir aller à la boulangerie et demander du pain. Elles doivent pouvoir se déplacer dans le métro, et pour cela, il faut savoir lire un plan. Elles doivent pour ça connaître nos codes et nos valeurs. Elles doivent pour ça apprendre à vivre tout simplement en France. Et nous aussi, nous devons apprendre à vivre avec eux. Et pour cela, nous devons apprendre à les connaître. J'insiste très très lourdement sur cette notion, apprendre à connaître les personnes qui arrivent sur le territoire français. Parce que ces personnes qui arrivent depuis quelque temps, depuis 2015, moi je ne parle pas de crise migratoire, je parle d'arrivée de personnes migrantes nouvelles, celles avec qui nous n'avons pas forcément d'histoire coloniale, des Afghans, des Soudanais, des Érythréens, des Éthiopiens, des Somaliens, des personnes que nous ne connaissons pas bien. Et donc il faut qu'aussi la France, dans sa politique d'intégration, fasse l'effort d'aller à la rencontre de ces personnes qui arrivent sur le territoire français. Fasse l'effort d'arriver de mieux les connaître. Et donc comment faire? Eh bien, commencer par l'école aujourd'hui, parce qu'il y a une politique volontariste à l'éducation nationale pour que les enseignants fassent systématiquement un point avec ces enfants sur ces personnes qui arrivent sur le territoire français. Est-ce qu'aujourd'hui ce temps d'échange est organisé dans les écoles? Eh bien non. Et pourtant, comme l'écologie, que disons-nous sur le tri sélectif? Pour le tri sélectif, on dit toujours que le premier porte-voix dans la famille, eh bien, c'est l'enfant. Ben, pourquoi ne nous reposerions-nous pas davantage sur cette enfance, sur ces personnes, sur ces petits qui auront certainement beaucoup plus de facilité à comprendre, qu'il faut accueillir, qui ne sont pas encore complètement absorbés par ces politiques de haine ou ces politiques de crainte. Et donc il faut impérativement que dans les écoles qui sont les nôtres, eh bien, cette question des migrants, cette meilleure compréhension de ce public, de ces publics, puisqu'ils sont nombreux, soit envisagée. Alors vous proposez évidemment de renforcer l'enseignement linguistique. Alors moi je connais bien Emmaüs Solidarité, les propositions qui sont faites aux personnes migrantes. Une personne migrante qui arrive sur le territoire français aujourd'hui, dans une même semaine, peut se voir proposer 4 cours de langue française différentes. Un bénévole va lui proposer un cours de langue, bénévole de Sciences Po par exemple, qui va croiser son chemin dans une des rues parisiennes. Et puis peut-être aussi, cette personne va-t-elle croiser une association, Singa, Emmaüs Solidarité ou une autre. Et puis, cette même personne va croiser l'OFI, peut-être sur son chemin, et l'OFI va lui proposer un cours de langue française. Il est absolument évident que quand on a envie d'apprendre la langue française, 3 méthodes, 3 pédagogies sont idéales pour apprendre la langue, et que grâce à ces 3 pédagogies, avec notre langue extrêmement complexe, on va pouvoir s'en sortir et se débrouiller dans la langue. Eh bien non, évidemment, il faut une véritable politique volontariste, il faut des moyens en termes d'apprentissage en langue française, et des moyens cohérents, et ne pas reposer uniquement sur ces bénévoles qui aujourd'hui sont les premières personnes qui apprennent la langue française à ces hommes et à ces femmes qui arrivent sur le territoire français. Aujourd'hui, nous avons la chance, et je parle bien de chance, de rencontrer de nombreuses initiatives individuelles et collectives, des hommes, des femmes, des associations, des soutiens qui sont apparus récemment, notamment en 2015, qui vont, avec leur énergie positive, permettre à ces personnes de s'en sortir, permettre à ces personnes de s'intégrer. Ces initiatives individuelles et collectives ne sont évidemment pas satisfaisantes. Il est absolument déterminant que des moyens soient
confier aux associations qui, en leur sein, ont des formateurs professionnels, parce que former à la langue française, c'est un métier. Former à la langue française, ça ne s'improvise pas. Et c'est pas parce qu'on a été avocat ou parce qu'on a été je ne sais quoi qu'on peut demain se prétendre être professeur en langue française. Non, c'est un métier. Donc pour cela, il faut des moyens. Il faut des moyens pour que ces personnes migrantes qui arrivent sur le territoire français puissent apprendre correctement notre langue et de ce fait puissent se sentir bien sur notre territoire et avoir des comportements adaptés sur le territoire sur lequel nous sommes. L'enseignement des enfants. Vous parlez des mineurs non accompagnés. C'est un drame. C'est un drame pour la France. Tous ces mineurs non accompagnés qui aujourd'hui sont accueillis de façon désastreuse. Ces enfants, je vous invite à lire Libération qui fait aujourd'hui un article absolument très pertinent sur le sujet de la protection de l'enfance. Ces enfants qui aujourd'hui arrivent, non accompagnés ou accompagnés, doivent être la priorité. La priorité. Est-ce qu'on veut fabriquer demain des délinquants parce qu'ils n'auront pas été correctement amenés vers la langue française, vers nos codes, vers nos valeurs, parce qu'on leur a pas appris tous les fondamentaux pour pouvoir vivre sur le territoire français? C'est la priorité des mineurs non accompagnés ou les mineurs accompagnés. Dans le centre d'hébergement d'urgence d'Ivry, nous avons proposé à l'État et à la mairie de Paris, qui nous ont suivis, de mettre en place une école. L'éducation nationale nous a suivis. Ce sont des demandeurs de refuge dont il s'agit. Je ne vous parle pas des réfugiés, je vous parle de demandeurs de refuge. Ceux qui n'ont pas encore eu la décision finale. Ils ne savent pas s'ils peuvent rester sur le territoire français. Et peut-être ne souhaitent-ils pas rester sur le territoire français. Peu importe. Pendant le temps où ils sont en France, après toutes les abominations qu'ils ont vécues, parce que pour la plupart, ils ont vécu des abominations, eh bien ils peuvent se poser, se reposer, mais aussi apprendre à vivre avec nous. Et apprendre à vivre avec nous, ça veut dire aussi que nous aussi, on va apprendre à vivre avec eux. Et donc on aura moins peur, on aura moins la crainte d'être à côté d'eux, et donc on aura moins l'envie, la tentation d'aller vers les extrêmes. Merci Aurélie. Vous verrez l'ensemble des propositions ont été bien, je le répète, par souci de lisibilité, ont bien été exprimées en 4, 5 et 6. Et je vous donne la parole, Jean-Michel Dupont, de la Ligue de l'enseignement. Oui, quelques mots d'abord sur ce qu'est la Ligue de l'enseignement, puisque c'est une vieille institution, 153 ans. 1 500 000 membres et 800 000 militants. Ah oui, un peu plus. Un peu. Et la Ligue de l'enseignement intervient assez régulièrement sur le terrain migratoire, si je puis dire. Je m'enorgueillis, enfin pas à titre personnel, je m'enorgueillis pour la Ligue de l'enseignement, d'avoir été l'organisation qui a été l'acteur essentiel de la création de l'école des Dunes à Calais, dans une période où les choses étaient un petit peu difficiles. Enfin, nous n'étions pas seuls, puisqu'il y avait aussi Solidarité laïque, dont je suis vice-président, qui s'est occupé de cette scolarisation des enfants qui étaient à Calais, dans la jungle de Calais. Il me semble que la question de l'intégration est intimement liée à la question de l'accueil. Liée d'abord parce que c'est l'état d'esprit qui préside à l'accueil qui va déterminer souvent la possibilité ou la qualité de l'intégration, si tant est qu'on la mette en œuvre. C'est lié aussi à la qualité de l'accueil parce que quantité des problématiques qui aujourd'hui se posent en matière d'accueil parasitent très largement l'approche en termes d'intégration pour les populations concernées. Et je voudrais peut-être faire une petite incidence sur le premier débat parce que la gestion de l'accueil, puisque vous le savez peut-être, en ce qui concerne les réfugiés politiques, la gestion des refuges politiques est une fusée à 3 étages. Il y a en clair les conditions de l'asile, Convention de Genève, les conditions de l'accueil de la personne qui va faire une demande de refuge politique, c'est essentiellement européen, c'est Dublin, et troisièmement, c'est l'instruction par l'État de la demande. Moi, je me demande si aujourd'hui, il ne faudrait pas avoir le courage
de demander, non pas la réduction du nombre d'étages, mais de demander à ce que les institutions européennes se mettent d'accord sur l'équivalent européen de la Convention de Genève, avec en particulier deux réformes que je pense importantes, celle qui introduirait la possibilité d'avoir une définition collective des dangers qui déterminent la possibilité pour une population d'être accueillie. Aujourd'hui, le refuge est individuel et la cause est individuelle. Et deuxièmement, me semble-t-il, il faudrait aussi envisager un élargissement des justifications de l'accueil. Avec en particulier peut-être l'idée de refuge climatique, j'en sais rien, mais il faudra un jour ou l'autre quand même qu'on se demande quelles sont les raisons exactes qui font qu'un tel peut être accueilli, un tel ne peut pas être accueilli. Parler de l'immigration n'interdit pas, me semble-t-il, d'être intelligent, d'être honnête et d'être lucide. Intelligent d'abord parce que c'est pas très simple, ça exige des connaissances souvent géopolitiques. Je donnerai un exemple qui est personnel. J'ai eu l'occasion il y a quelques semaines d'aller en Côte d'Ivoire pour étudier la question des migrants intra-africains. Autour d'Abidjan, il y a 3 millions de migrants. Ils viennent de Guinée, ils viennent du Nigeria, ils ont retrouvé leur place au Ghana, donc ils sont là, avec des statuts beaucoup plus compliqués que ceux qui sont ceux dont nous débattons aujourd'hui, mais avec des solidarités locales qui permettent de faire que, grosso modo, on se démerde. On y arrive. J'ai un exemple à peu près identique au Liban, où, bon, ça a été bon, enfin je le savais déjà, 1 500 000 migrants syriens, et j'ai eu l'occasion d'aller faire un tour dans la zone au sud de Saïda, donc dans une zone qui est gérée par la Hezbollah, plutôt pro-Assad. Et mon inquiétude, c'était de constater dans les écoles qu'un traitement différencié était fait à l'encontre précisément de ces migrants syriens. Pas du tout. Et les gens du Hezbollah accueillent, acceptent, scolarisent des gamins qui sont souvent d'origine sunnite et qui font partie de l'opposition au régime d'Assad. Donc il y a quantité d'exemples étrangers qui nous permettent. Avec les Palestiniens, c'était pas si ça. Ah non, c'était pire. Non, je connais le problème palestinien, oui, tout à fait. Non, c'est pas du tout la même situation. Il y a aussi un arrière-plan, c'est que souvent dans les pays de proche accueil, le fait de recevoir des migrants a un intérêt économique. Hein, enfin, on ne va pas non plus complètement se voiler la face et considérer que c'est par grandeur d'âme que les Libanais, que les Turcs accueillent des migrants. Ils reçoivent des deux côtés, ils reçoivent du côté du HCR, ils reçoivent du côté ensuite de l'Union européenne, ce qui est tout à fait scandaleux. Je ferme la parenthèse. Et je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur la définition même de l'asile. Alors pour revenir sur la question de l'intégration, beaucoup de choses ont été dites avec lesquelles je suis à peu près d'accord. Concernant d'abord la permission de l'intégration. Mais une chose qui a été évoquée au tout début de cette séance, c'est le témoignage qui nous a été donné au travers d'une institution que je connais bien, le service civique. Un Soudanais qui arrive en France et qui parvient à apprendre le français en utilisant les ressources du service civique. Bien sûr que ce n'est pas suffisant. Bien sûr que le service civique n'est pas la seule modalité. Et il ne doit pas être la première des modalités sur lesquelles l'intégration se fait. Mais ça veut dire qu'il y a un réseau associatif qui gère le service civique et qui prend en charge tout ou partie de l'accueil et de l'intégration des migrants. Parce que je pense qu'on n'a pas, nous, aujourd'hui, citoyens européens ou citoyens français, à arbitrer sur les choix que font les migrants. Que le migrant veuille rester en France, qu'il veuille partir en Allemagne parce qu'il est kurde, qu'il veuille aller en Grande-Bretagne parce qu'il y a une partie de la famille qui est dans la zone musulmane de Glasgow, de Londres ou moins de Bristol, mais c'est sa liberté d'homme qui est ici en cause. Donc on n'a pas, nous, aujourd'hui, à avoir une attitude différenciée ou discriminée. À mon sens, la question de l'accueil, enfin, d'intégration, est une question qui ne doit pas tenir compte des déterminations des migrants lorsqu'ils arrivent. On les accueille tels qu'ils sont, avec leurs besoins, à eux ensuite de gérer les conditions dans lesquelles l'accueil se fait. Alors ça veut dire quoi, accueillir ou intégrer?
Ça a été dit, je trouve que c'est très juste. Intégrer, c'est bien évidemment essayer de faire partager autant que cela est possible, mais c'est jamais une obligation, les valeurs dominantes du pays d'accueil, à une condition quand même, c'est de ne pas demander une capitulation devant le récit national. C'est d'éviter les logiques identitaires, c'est d'éviter les logiques essentialistes, c'est d'éviter de parler des musulmans globalement, c'est d'éviter de parler de telle ou telle catégorie de personnes issues de tel univers géographique de façon globale. Donc, il faut avoir l'intelligence aussi de balayer les discours essentialistes ou identitaires qui sont aujourd'hui développés, et qui font qu'une sorte de peste brune se répand sur le continent européen. Mais ça veut dire au-delà que si on ne veut pas imposer aux migrants cet acte de capitulation devant le récit national qu'on peut leur tenir, il faut aussi considérer que ce qu'ils apportent est une ressource de sens. Et que la sociabilité commune qui est la nôtre aujourd'hui, elle s'enrichit précisément des ressources de sens qui nous sont proposées. Entre un jeune mineur et un enfant, j'avoue que j'ai pas envie de faire la différence. Et si à la limite, il parvient à se faire accepter comme mineur, à condition bien évidemment que cela reste raisonnable, on n'a pas de raison particulière de l'écarter. Ça veut dire surtout qu'il faut aujourd'hui, soit on a un moyen, alors les papiers d'identité, mais ils ont disparu, soit on n'a pas de moyen, il faut accepter la déclaration, en ce qui concerne l'enfant. Et il faut bien évidemment lui appliquer l'ensemble des dispositifs qui sont ceux prévus, notamment par la Convention internationale sur les droits de l'enfant. En matière éducative, en matière de résidence, en matière d'affection, tout ce qui va avec le statut de l'enfant. Nous devons à leur égard assumer nos obligations. Concernant enfin le dernier point, alors c'est plus difficile, la politique de co-développement et de quotas. La politique de quotas est toujours dérangeante. Le problème n'est pas de savoir si on veut des quotas, le problème c'est de savoir comment on les fait, les quotas. C'est leur détermination, c'est l'élément à partir duquel on accepte de préciser qu'il peut y avoir quota. Alors la proposition écarte, fort heureusement, l'idée de quota en matière humanitaire au sens large du terme. Tout à fait d'accord. Toutes les personnes qui remplissent ces conditions pour être réfugiés politiques doivent être acceptées comme réfugiés politiques. Pour le reste, c'est compliqué parce qu'il y a des entre-deux. Il y a bien évidemment celui qui vient pour des raisons économiques et qui a son quota de travail, donc lui ne posera pas de problème. Il est migrant régulier dès le départ. Il y a celui qui a envie de trouver du travail. En clair, c'est le Marocain. C'est le vrai Marocain, celui qui vient, par exemple, de la région de Tanger. Alors, il est brutalisé aussi par les événements qui se déroulent à Tanger, mais il sait que de l'autre côté, on peut trouver du travail, soit en Espagne, soit en France. Il parle français par ailleurs. Et il a souvent dans sa famille, vous connaissez sûrement, des personnes qui, dans les années 70, sont venues au cours des 30 glorieuses et qui ont eu l'occasion de trouver du travail, de s'intégrer. Souvent, ils ont accédé à la nationalité française, il n'y a pas vraiment de difficulté pour eux. Qu'est-ce qu'on en fait de cela? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une pression telle qu'elle serait plus dense ou intense que celle des années 70? Les chiffres donnés en matière d'immigration le démontrent. Sauf que, incontestablement, il y a un problème à résoudre. Et donc, en ce qui concerne ces migrations économiques, certes, il faut définir des quotas, mais qu'est-ce qu'il va définir les quotas? Il va falloir se mettre dans les quotas, mais qu'est-ce qu'il va définir? Est-ce qu'on définit des quotas européens ou des quotas nationaux? Est-ce qu'on définit des quotas par type d'activité ou des quotas par origine géographique? Écartant bien évidemment les quotas par origine géographique, qui sont insultants pour ceux qui ne seraient pas dans les quotas. Mais pour le reste, ça signifie aussi qu'il faut qu'il y ait une politique sociale construite en Europe. Et en particulier, la question du chômage, de l'évolution de l'âge moyen des travailleurs, il faudra le traiter. Donc, à mon sens, la question des quotas, on ne pourra la traiter, cette question, que si on se met d'accord sur une politique sociale commune. C'est une des composantes. Oui, mais tu sais que la politique sociale n'est pas dans les traités. Je sais bien. Tous les États-nations. Je sais aux attaques qui nous sont faites par les adversaires de l'immigration, par les adversaires de la démocratie, par les adversaires de la construction européenne. Moi, je voudrais faire une
moi, la chose essentielle, tout ce que tu as dit est vrai. Tout ce que vous avez dit. Parce qu'on n'a pas eu le temps, mais je voulais simplement vous la livrer parce qu'on a vu l'utilité du service civique, c'était de faire évidemment un service civique européen et dans le cadre du service national universel qui vient d'être adopté, mais en œuvre en France en ce moment, développer le service national universel à l'échelle européenne en étant particulièrement ciblé, notamment sur... Oui, mais sauf qu'en étant ciblé pour le service national universel en France, particulièrement sur la question de l'accueil et d'immigration, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. L'idée étant évidemment d'utiliser cette démarche qui marche, qui repose évidemment sur le travail des associations, pour la diffuser avec une partie, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, une partie qui vise à l'intégration, c'est-à-dire une partie qui définit aussi un certain nombre de principes de vie en commun et qui repose sur un socle, qui est un socle de principes européens qu'on connaît, démocratie, laïcité, on n'ira pas jusque-là en Europe et c'est dommage, et c'est aussi à travers ce type d'outils-là qu'on peut définir un cadre et trouver ensemble ce qui est acceptable et ce qui peut nous permettre de vivre mieux et d'intégrer encore mieux. Alors, Jean-Luc, que je vois vos dos là-bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que les jeux sont faits? On s'arrêtera à 6. Et là, c'est bon. Alors, n'oubliez pas de vous présenter. Merci. Oui, j'ai créé Droit d'urgence il y a à peu près 25 ans. D'abord, un rappel factuel et ensuite un complément de proposition. Tout à l'heure, Louis Gallois nous a dit que les migrants avaient des droits. Vous savez que sur un plan politique, très souvent, on entend un discours anti-immigration sur les migrants abusent des droits et viennent en France, viennent en Europe pour bénéficier de leurs droits. C'est totalement faux. On sait, les associations sur le terrain, l'administration même, savent que les gens n'utilisent pas les droits dont ils peuvent bénéficier. Ne serait-ce que parce qu'il y a une méconnaissance totale de l'existence des droits en question. C'est une chose que nos interlocuteurs peuvent le vérifier. Donc vraiment, en termes de discours politique, lorsque vous entendez cet argument, vous pouvez réagir très violemment en disant que c'est faux. Il y a 2 points où sur les questions de droit, d'accès aux droits sont essentiels. C'était notamment le point 4 et puis le point sur le guichet unique. Ce sont des choses qui sont essentielles, mais dont on a le manque de moyens de la justice, parce que là on passe du ministère de l'Intérieur au ministère de la Justice, en France et dans les autres pays, fait que ça ne sert strictement à rien. Et que si on n'a pas un budget suffisant, et justement je pense qu'il faut ajouter cet élément-là, parce que lorsqu'on envoie des avocats sur l'île de Lesbos pour pouvoir informer et faire reconnaître les droits des migrants, ça coûte une fortune, et ce sont des professions libérales, qui sont des associations de terrain, qui sont obligées de les prendre en charge. Cet élément budgétaire de l'accès aux droits est un petit élément dans le cadre de la lutte contre l'exclusion. C'est un peu la vapeur d'eau dans nos travaux quotidiens, mais c'est un élément clé pour pouvoir améliorer cette passerelle entre des gens qui sont sans droit et des gens qui peuvent bénéficier des droits qu'après tout on a mis en place pour eux. Merci. Merci beaucoup. Oui, René Bocamza, je voudrais intervenir sur le point 4, l'intégration. Et mon expérience professionnelle d'ingénieur des ponts et chaussées civils, que j'ai passé 40 ans dans une entreprise privée française de construction, tant en France qu'à l'étranger. Et chacun sait que notre filière professionnelle est une grande utilisatrice de main-d'œuvre immigrée. Et alors là, je m'excuse, monsieur, vous êtes intervenu en disant que le MEDEF était demandeur de main-d'œuvre immigrée, mais moi je peux vous dire que de l'intérieur, j'ai représenté mon entreprise pendant plusieurs années à la commission de la formation professionnelle de la Fédération nationale des travaux publics, qui gère des établissements de formation.
des CFA, etc. Et à plusieurs reprises, mes convictions et mes observations sur les chantiers que j'ai dirigés m'ont fait proposer à cette commission, et plus généralement à la Fédération MEDEF, de prendre en main la formation des travailleurs immigrés. Eh bien, je peux vous dire que ça n'a jamais été fait. On n'a jamais dépassé le stade des vœux que vous avez cités, monsieur. Hein, on demande, mais qu'est-ce qu'on fait de concret, hein, et un bonjour, comme ça, un repas où on se prenait après une réunion, il y a un de mes collègues qui a mangé le morceau, si je puis dire. Il m'a dit, mais vous savez que si on est obligé de les former, et on peut les former, on sera obligé de payer plus cher. Voilà le drame de la main-d'œuvre immigrée. Et si on généralise la situation de ma filière professionnelle à d'autres filières, la restauration et autres, on arrive à ce constat. Merci. Hein, c'est que les emplois fournis par les immigrés, les personnes, les Français, je dirais, pour reprendre votre truc de souche, n'en veulent pas. Ils sont dangereux, en tout cas dans ma filière, mal payés, on travaille dehors, sous la pluie, sous la neige, etc. Merci. Donc, voilà et il y a une des pistes de travail concrètes à l'association, c'est de pousser le MEDEF. Hein, on va rendre la salle à 20h45, donc si on pouvait juste passer la parole. Le dernier. Merci. Non, Bonsoir, Véronique Bourrez, Unicité. Donc merci pour tout ce qui a été dit sur le service civique et merci à Juma de son témoignage. Je voulais juste, Juliette, vous avez rappelé les mesures que l'on a mis et que l'on soutient largement dans votre proposition. Juste un petit point, il est important, vous savez que dans le SNU, il y a deux phases. Il y a la phase 1 qui est obligatoire pour tout le monde et là, elle est ouverte, si je ne me trompe pas, à tous les étrangers en situation régulière. C'était le cas dans le rapport, je ne sais pas si ça fait dans le cadre de la loi. Après les tests et autres, probablement l'enjeu il est sur la deuxième partie, parce que la deuxième partie qui est une phase volontaire, c'est à ce moment-là que se joue l'engagement sur les programmes d'accompagnement des migrants. Et dans le fait, exactement ce que vous disiez, M. Dupont, pardon, c'est comment des Français aussi accompagnent des migrés et des